Workwellienne, Workwellien, bonjour, bienvenue sur le plateau de Workwell et vous, votre magazine Actu et Découverte. Dans cette émission, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle qui s'invite dans la relation entre les DET et les occupants. Nous parlerons équipement du télétravailleur avec une innovation made in France et on découvrira quelle ville de l'Hexagone attire le plus les chefs d'entreprise et les salariés. Et puis, comme d'habitude, notre chroniqueuse Innovation et Future of Work, Chantal Garnier, partagera ses découvertes et ses coups de cœur. Workwell et vous, c'est parti! Et me voici donc au milieu de mes invités et je vous les présente tout de suite en démarrant par Jérôme Barre. Bonjour Jérôme. Bonjour Lionel. Bienvenue sur le plateau de Workwell et vous. Jérôme, tu es dirigeant et fondateur de l'entreprise Zeno. Tu as inventé avec ton équipe une très maline mallette pour télétravailleurs, pas facile à dire ça, maline mallette, pour télétravailleurs que tu vas nous faire découvrir et nous t'en remercions par avance. Frédéric Prévost, bonjour Frédéric. Bonjour Lionel. Bienvenue également cofondateur d'Almelia.eu. Alors avec toi nous parlerons intelligence artificielle, l'IA comme je le disais, qui s'invite partout et inévitablement évidemment dans la relation aussi entre les occupants et les directions de l'environnement de travail. Et puis Mehdi Rossignol, bonjour Mehdi. Bonjour Lionel. Bienvenue, Key Account Manager chez Newton Offices. Alors Newton Offices, c'est un acteur du coworking et des bureaux opérés. Et tu nous présenteras votre toute nouvelle étude sur l'attractivité des villes de l'Hexagone. Et puis enfin, Chantal Garnier. Bonjour Chantal. Bonjour. Tu connais bien ce plateau maintenant, donc ravi que tu sois parmi nous. Plusieurs sujets aujourd'hui, Chantal, les développements justement de l'intelligence artificielle qui s'accélèrent, parfois de façon surprenante, on va le voir. Et puis les tendances repérées par Bouygues Construction dans son dernier cahier de tendances. Et on démarre tout de suite avec le sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Pas un jour ne passe sans une annonce et la bataille commence à faire rage. Frédéric, tu as consacré, toi, une bonne partie de ta carrière à l'environnement de travail, notamment chez Sanofi, où tu avais lancé la première application smartphone pour les collaborateurs. C'était il y a combien de temps d'ailleurs? Ça fait une dizaine d'années à peu près. Déjà, oui. Ouais. Et donc c'était pas seulement en France, c'était dans le monde entier. Oui, c'était international. C'était ça un peu qui était révolutionnaire entre guillemets à l'époque, c'était de dire l'ensemble des collaborateurs Sanofi dans le monde, ils avaient une seule et même application, et qu'ils soient aux États-Unis, au Japon, en France, c'était la même appli, où ils pouvaient réserver les salles de réunion, etc. Donc quand on voyageait, on avait juste à switcher, indiquer sur le site sur lequel on était, et on avait à chaque fois les mêmes services qui étaient disponibles. Et c'était révolutionnaire, ça n'existait pas? À l'époque, c'était les premières applications qui arrivaient, à l'époque. Maintenant, il y en a plein, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Voilà. Et du coup, tu t'es dit, il faut aller un cran plus loin, et tu as créé Almelia.eu. Alors, c'est un outil, je vais le présenter comme ça, mais tu vas être peut-être plus précis que moi, un outil à base d'intelligence artificielle, un outil conversationnel, comme on dit aujourd'hui. Un agent conversationnel. Un agent conversationnel, et qui a pour vocation de révolutionner le dialogue, justement, entre les directions de l'environnement de travail et les occupants, c'est ça ? En gros, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on avait développé cette application, je me disais, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas la possibilité, juste à la voix ou par chat, de dialoguer, de dire trouve-moi une salle de réunion, c'est quoi le numéro de l'accueil, je veux appeler l'accueil, qu'est-ce qu'on mange ce midi, enfin voilà, que ce soit aussi fluide qu'une conversation. Donc c'est ça, c'était l'idée. Alors il y a 10 ans, c'était impossible, il n'y avait pas de sujet, mais c'est de dire peut-être qu'un jour, on pourra faire ça. Et puis sont apparus les premiers systèmes comme la Google Home, l'Alexa, etc. Puis on a commencé à voir qu'on commençait à avoir des systèmes où on pouvait à la voix discuter et obtenir des services. Assez fluide, très naturel. Et assez fluide et en langage naturel. Et là, on a commencé à développer des bots, il y a 3-4 ans. Mais c'était compliqué parce qu'à l'époque, quand on commençait à travailler sur ces sujets-là, il fallait faire des bases de données avec les questions, les réponses, il fallait faire matcher les questions et les réponses. Et ce qu'on faisait, c'est à chaque fois vous entendiez oui, ça coûte de l'argent, il faut entraîner le bot, il est auto-apprenant, etc. C'était à l'époque des Watson et tous ces outils-là. Et ça marchait plus ou moins bien, ça coûtait très cher, et puis le résultat n'était pas forcément à la hauteur.
Et tout le monde travaillait à entraîner son bot et tout ça. Et là, l'intelligence artificielle générative est arrivée. Oui. Et là, donc ça casse tout. C'est vraiment ChatGPT, c'est vraiment ça. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Parce qu'elle est capable de comprendre. Et ça, c'est nouveau, parce qu'avant, on était obligé d'identifier toutes les manières possibles et imaginables que la personne avait de poser la question. Aujourd'hui, non, il comprend. Y compris quand vous faites des fautes de frappe, y compris quand vous parlez dans différentes langues et tout ça, il comprend. Donc ça, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre ce que veulent les gens par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc, tout le travail qu'il y a à faire, c'est une fois que vous avez compris l'intention, c'est d'aller chercher la réponse. Donc, vous devez avoir des bases de données d'informations structurées, voilà. Et vous devez aller chercher la réponse et l'apporter. Voilà. Et comprendre l'intention. Est-ce que c'est une intention juste, j'ai besoin d'une information, vous apportez l'information. Non, il a besoin d'une salle de réunion. Je vais chercher dans une base de données, etc. Et j'amène, oui, la salle de réunion. Éventuellement, il peut la réserver. Ou si je dois déclencher un ticket, si la personne vous dit, voilà, j'ai froid, il y a une tache sur la moquette, etc. On va voir une démo, mais avant, pour bien comprendre, donc ça signifie quoi? Ça signifie que tu mets entre l'occupant et la DET un outil qui va très simplement comprendre le besoin à la demande. Oui, c'est un compagnon virtuel. Écrite. Ou à la voix. Ou à la voix. On sent aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. C'est ça qui est impressionnant avec les nouvelles. Tout le monde dit c'est révolutionnaire ce qui arrive. Oui, c'est révolutionnaire. Oui. Parce qu'il n'y a plus de barrière. Oui. Ça peut être sur un numéro de téléphone, ça peut être sur un QR code que vous activez sur votre téléphone, ça peut être dans Teams. Oui. En gros, et derrière, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le même, ce qu'on appelle agent conversationnel, qui est capable de s'adapter au support qui vous intéresse. Si vous préférez faire votre support sur un numéro de téléphone, on le met sur un téléphone. Dans Teams, vous le mettez dans Teams. Vous dites non, c'est sur un téléphone, un QR code. Voilà. Oui. C'est ça qui est révolutionnaire. C'est où on veut. C'est ce que vous voulez. Voilà. Et donc c'est ça qui est, voilà, vous avez un compagnon dans votre poche sur Teams, etc. Et lui, ce compagnon, il se charge de l'interface pour aller chercher la réponse à l'info, à la demande. Oui. Oui. Par contre, il faut qu'il ait l'info. Oui. Donc ça, c'est tout le travail en fait que tu fais, c'est ça? Voilà. Donc vous collectez l'info, mais aujourd'hui, quand vous allez dans tous les sites, ils ont tous un livret d'accueil, un Q&A, ils ont tout ça. Donc c'est pas une charge de travail incommensurable. Oui. Par rapport à ce qu'il y avait avant, je reviens sur quand on travaillait à l'époque des Watson et compagnie, c'était compliqué parce que vous deviez faire des structures réponse 1, enfin question 1, réponse 1, c'est plus ça. Vous avez votre IA qui comprend l'intention, vous avez votre base d'informations, voilà. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut piloter l'IA, voilà. C'est-à-dire qu'on y reviendra peut-être après, mais aujourd'hui, c'est ça le challenge. Parce que l'IA peut faire des hallucinations. L'IA n'est pas forcément exhaustive dans ses réponses. Quand vous utilisez tous les jours chez vous ChatGPT, vous remarquerez que tantôt, vous posez une question, mais il n'est pas exhaustif. Vous demandez de poser une question, il va vous répondre, puis vous dites « Ah, mais tu as oublié ça aussi ». Puis il vous répond à chaque fois « Ah oui, je suis désolé, j'ai oublié, etc. » Et donc, c'est ça qu'il faut travailler, c'est de dire… C'est pas 100% fiable encore. Non, mais ils le disent dans les… Mais on le sait. Voilà. Voilà. Et donc, c'est comment vous mettez en place le système pour contrebalancer les hallucinations, les oublis, etc., etc. Parce que vous, pour le coup, nous, on doit apporter une réponse qui est claire. Donc, c'est là où vous devez structurer. On va voir un exemple à l'écran, parce que tu as fait une démo, en quelque sorte, que tu as montrer à quoi ça ressemble, enregistré pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, bon, tout bêtement, aujourd'hui, on a quand même l'habitude, on commence… Alors, on appelle ça les promptings, il paraît qu'il faut prompter maintenant, c'est ça, l'intelligence artificielle. Là, c'est pas du prompt. Non, parce que là, c'est nous qui nous occupons du prompt. Voilà. Donc là, c'est comme si vous discutiez avec quelqu'un sur un WhatsApp ou sur un SMS. C'est juste de poser la question. Vous discutez. Donc, si on regarde la démo, c'est juste, vous tapez en langage machin, vous dites, voilà, à quelle heure ouvre le site. Donc là, il comprend que c'est une question par rapport à l'ouverture. Il va chercher dans le livret d'accueil, voilà, c'est de 7h à 20h. Si vous lui dites, je souhaiterais, alors on peut faire des fautes de frappe, ça gêne pas, mais je souhaiterais joindre l'accueil. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui en open space, vous avez plus les numéros de l'accueil, du PC sécurité, etc. etc. Donc là, l'intérêt, c'est que vous posez la question, on vous met le numéro, vous appuyez et vous appelez directement l'accueil. Ah oui. Quand vous mettez « j'ai froid dans la salle de réunion », il comprend qu'il y a un problème de chauffage. Oui. Et il vous dit, voilà, c'est un chauffage. Là, par exemple, on dit, vous flashez le QR code, mais on pourrait déclencher un ticket, on pourrait faire ce qu'on veut, etc. etc. Oui. Et si vous lui dites, j'ai faim, et puis on l'a mis en anglais pour montrer, là, il comprend que vous avez faim, c'est encore une autre intention. Et quand vous demandez en anglais, il répond en anglais. Voilà. C'est-à-dire qu'il répond dans votre langue. C'est-à-dire qu'on aime. Moi, je me souviens, quand on développait les applis Sanofi, j'avais 17 langues à gérer. Et il fallait faire les 17 interfaces, les machins, gérer les fichiers de traduction. Tout ça, vous oubliez. Avec l'IA générative, vous oubliez. Il traduit instantanément. C'est-à-dire que même si votre référentiel n'est qu'en français, il va vous faire, si c'est un Allemand qui discute, il va discuter en allemand avec l'Allemand en allant chercher les informations. Et là, c'est en temps réel, c'est-à-dire que réellement, il répond en une fraction de seconde. Vous le voyez bien quand vous utilisez vous aussi des outils aujourd'hui, c'est instantané, quoi. C'est cette puissance. En gros, vous avez un compagnon et vous attendez pas. C'est 24/24, vous posez votre question dans la langue que vous voulez, dans votre langage et tout ça, et il vous apporte la réponse ou il déclenche l'action. Et quand il ne sait pas, alors qu'est-ce qui se passe? Il vous répond, je ne sais pas.
Ah d'accord. Voilà. Et donc on peut lui dire, quand il n'y a pas la réponse, il faut répondre ça, joindre tel numéro. Donc là, nous, ce qu'on fait avec les sociétés, c'est que les sociétés, eux, ils veulent être informés de tout ce qui n'a pas la réponse. Comme ça, on envoie un mail en disant attention, là, il n'a pas été capable de répondre. Et donc, dès le lendemain, ils disent cette question, ils la rajoutent dans le livret et après, il sait répondre. Donc, on peut déclencher en plus, quand on fait des scénarios comme ça, en fonction de ce qui se passe. Ou si, par exemple, il dit tiens, il y a quelqu'un qui a fait un malaise, etc. Vous pouvez dire en plus de la discussion, tiens, envoie un email à un tel, appelle un tel, envoie un SMS à un tel. C'est-à-dire qu'on peut piloter la discussion et déclencher des actions parce qu'on a la main sur le dialogue. Donc c'est ça qui est intéressant pour les équipes FM, c'est qu'eux, ils peuvent être informés en permanence de ce qui se passe sur le site et ils vont nous dire attention, moi je veux être informé dès qu'il y a une tâche et tout ça à nettoyer, moi je veux que tu envoies un SMS à l'équipe de nettoyage qui sont informés immédiatement qu'il y a quelque chose. Donc on peut rajouter des choses qui ramènent de la réactivité, etc. sur le site. Du coup, l'enjeu crucial dans l'affaire, c'est quand même toute la base de données derrière. Donc il faut bien la construire, bien la tenir à jour. Oui. J'imagine. Oui. Ça, c'est long. Pas forcément, parce qu'un livret d'accueil, il ne bouge pas non plus tous les 4 matins, voilà, mais il faut penser, etc. Et puis, de toute façon... Dès qu'il y a une info qui bouge, il faut mettre à jour. Ah oui, il faut mettre à jour, parce que là, l'intelligence artificielle ne va pas aller chercher. Maintenant, on peut aussi, si vous mettez à jour dans des bases documentaires, on peut dire, nous, on va indexer ces bases-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller mettre à jour le bot, il est capable, lui, d'aller chercher tout seul son information. Oui, comme un grand des bases mises à jour. Donc, c'est assez simple. Bon, voilà, alors, aujourd'hui, tu proposes à toute entreprise de pouvoir développer, implémenter cet outil? Avec 2 axes. C'est soit ça peut s'adresser aux résidents, donc c'est-à-dire qu'un résident peut avoir un compagnon, mais ça peut être des équipes FM, parce que les équipes FM, par exemple, vous avez l'hôtesse d'accueil, il y a un huissier qui débarque, c'est quoi la procédure huissier? Bon, ça prend du temps. Là, pareil, vous avez un bot qui aide les équipes FM, et ils disent procédure huissier, paf, instantanément, elle est affichée. Et je suis pas obligé de dire, attends, où c'est qu'elle est, faut que j'aille la chercher, etc., etc. Donc il y a plein d'informations pour les équipes FM, toutes les procédures, les choses comme ça. Vous prenez toutes les procédures, vous les chargez. Et donc, toutes les équipes FM, si quelqu'un, à un moment donné, a un trou sur une procédure, tiens, on m'a posé ça, qu'est-ce que je dois faire? Tiens, je ne sais plus ce qu'il doit faire dans tel cas. C'est aussi une aide. Donc, c'est un champ qui est... Et tu peux gérer les niveaux d'accès. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui demanderait, un salarié qui demanderait, c'est quoi la procédure huissier, tout le monde ne peut pas avoir accès. Tu gères, tu gères. Voilà. Et on dépasse le FM, parce que là, on est en train de faire on travaille avec une société où on fait aussi les questions RH et IT. Parce qu'aujourd'hui, ce que veulent les boîte, c'est un point d'entrée unique. On s'en fout que ce soit des ressources humaines ou que ce soit un problème d'IT ou un problème de FM. Ce qu'on veut, c'est lui, le salarié, il a un problème, si c'est par rapport à une déclaration d'un arrêt maladie ou truc comme ça, ou si c'est je veux changer ma souris. Lui, son sujet, c'est je veux poser ma question et avoir ma réponse. Ça fait des années qu'on parle du SPOC. Single point of contact. Et là, Elmelia l'a fait. Là vous avez votre Spock. Elmelia est notre Spock. Super, merci beaucoup Frédéric. Frédéric, tiens, un mot aussi de manière plus large sur l'intelligence artificielle, puisque il y a quand même beaucoup de débats. Autour de cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle va remplacer l'humain? Jusqu'où est-ce qu'elle va aller, cette intelligence? Est-ce qu'elle va détruire beaucoup d'emplois? Est-ce qu'elle va nous rendre totalement amorphes et fainéants? J'en ai entendu des choses, prendre notre place. C'est quoi ta vision de l'intelligence artificielle? Ma vision... Et qu'est-ce qu'elle va apporter à nos métiers au final? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois plus entre guillemets, un être humain augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être, on va en permanence, comme aujourd'hui, quasiment tout le monde a en permanence Google d'ouvert et pose ses questions, etc. Demain, vous aurez des outils et des compagnons qui vont vous accompagner sur tous les sujets. Donc, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et vous n'allez plus perdre de temps, que ce soit pour relire un mail, que ce soit pour faire une présentation PowerPoint, même pour réfléchir, pour brainstormer, etc., etc. Vous allez prendre l'habitude de discuter avec ces outils. Voilà. Donc, demain, de toute façon, c'est incontournable. Par contre, il faut garder quand même son expertise et sa capacité, parce que comme je disais, il y a des hallucinations et tout ça comme ça. Vous devez être en mesure de challenger ce que va vous dire l'intelligence artificielle, parce qu'elle n'est pas tout pour argent comptant. Elle n'est pas 100% fiable. Donc en gros, c'est les personnes qui vont comprendre que c'est un outil qui permet d'aller plus vite, qui permet d'accéder à plein d'informations beaucoup plus rapidement. Eux, ils vont aller plus vite. Voilà. Maintenant, si vous ne challengez pas et que vous l'utilisez pas bien,
On revient aussi les prompts. Aujourd'hui, si vous ne faites pas bien votre prompt, vous n'aurez pas la bonne réponse. Oui. Ça ne servira pas forcément. Donc c'est plus, donc effectivement, ce que j'appellerais, ceux qui vont l'utiliser vont aller plus vite. C'est un nivellement par le haut parce que des gens aujourd'hui qui n'avaient pas effectivement cette capacité de raisonner aussi vite, etc., avec ce type d'outils, ils vont rattraper effectivement ceux qui allaient plus vite, etc., etc. Ah oui. Mais voilà. Alors après, est-ce que ça va remplacer des métiers? Oui, certains métiers, évidemment. Oui. On ne va pas se leurrer. Ça va en créer beaucoup, tu penses? Mais voilà, c'est comme tout. Ça va bouger. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on voit que ça crée des métiers de prompt. Voilà. Les rédacteurs de prompt, c'est un nouveau métier qui n'existait pas avant. Voilà. Oui. Mais c'est sûr que les gens... Tu cherches d'ailleurs, toi, des qualifications particulières, des profils particuliers? Aujourd'hui, oui, nous, c'est surtout sur ça, c'est développer les prompts, comment on va travailler la donnée. Elle est là, toute l'intelligence. Hein. Ce que je disais, c'est le pilotage. On réfléchit à des outils pour piloter. Ouais. Parce que ce qui va faire la richesse demain, c'est ceux qui sauront piloter l'IA. Ouais. Voilà, si vous ne la pilotez pas, c'est comme tout. Si vous rentrez des choses fausses, elle va vous sortir des choses oui, donc c'est peut-être là où il faut des garde-fous, peut-être, quelques-uns quand même. De toute façon, il va y avoir, vous avez vu qu'il va y avoir l'IA Act, etc. Donc oui, il va falloir mettre des garde-fous, ça c'est sûr, oui. Merci beaucoup Frédéric. Chantal, du coup je sais que tu t'es penché un peu sur ce sujet de l'intelligence artificielle. D'ailleurs tu suis forcément le sujet de près. Qu'est-ce que tu as repéré dans les tendances intéressantes? Alors, je ne sais pas si c'est une tendance, mais comme je savais que Frédéric était là avec Almelia, je me suis dit, après le concierge avec l'intelligence artificielle, je quid du CEO avec l'intelligence artificielle. Alors, oui. Alors moi, le CEO, donc le dirigeant virtuel. Voilà, c'est ça, qui est une intelligence artificielle. Qui est une intelligence artificielle et qui dirige réellement une entreprise. Exactement. Alors, il y en a deux, à ma connaissance. En tout cas, deux ont été officiellement communiqués. La première, elle est en Chine. Donc, c'est une femme, c'est Tang Yu. Ouais. On en a parlé pas mal en 2022. Je crois qu'il y a même eu... elle est passée au journal télévisé à 20h. Ouais. En fait, elle existe depuis 2017. Mais elle est dans une boîte qui fait des jeux vidéo. Donc, c'est des gens... dont c'est l'ADN en fait. Tu vois. Ils ne sont pas choqués de voir un avatar. Ils ont créé leur propre personnage vidéo qui est leur dirigeante. Alors en 2017, elle a été nommée numéro 2, donc pour appuyer le numéro 1 et l'aider justement à aller plus vite, à tout optimiser. Elle fait aussi des évaluations des salariés, de ce que j'ai compris. Ah oui. Oui, parce que l'idée c'est l'intelligence artificielle, elle n'a pas de biais, cognitif. Elle n'a pas de jugement personnel, de favoritisme. C'est extrêmement objectif et rationnel. C'est très froid aussi. Hein. Oui, c'est sûrement, Et en 2022, ça a bien marché visiblement parce qu'elle a été nommée numéro 1. En septembre 2022. Et autre indicateur de performance, 6 mois après, à la bourse de Hong Kong, l'action a augmenté de 10%. C'est ce que je disais. D'accord. Alors, certains, donc plutôt efficace et un bon retour a priori. Donc alors ça c'était pour la deuxième. Alors ça c'est la Chine. Alors la Chine, on peut dire c'est loin, c'est l'Asie, c'est pas notre culture. Ils sont branchés là-dessus, c'est des jeux vidéo, etc. Sauf que, alors moi je ne la connaissais pas. Tang Yu je la connaissais, mais là Mika je l'ai vue apparaître récemment. Alors Mika, elle est en Europe. Hein. Donc déjà, on est à 1500 km d'ici. Pologne, hein, c'est ça. En Pologne, exactement. Elle est dans une société qui n'a plus rien à voir avec la tech, c'est de la grande conso. Alors c'est des spiritueux, en l'occurrence. Ils fabriquent du rhum, c'est Dictador. Et elle, c'est un robot. Parce que Tang Yu, c'était... un personnage virtuel, elle, c'est vraiment un robot. Et celui qui l'a fait, c'est la slide suivante, je crois, c'est Hanson Robotics. C'est celui dont on avait pas mal parlé au CES parce qu'il a fait Sophia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sophia, on voyait son visage devant et puis plein de circuits électroniques derrière. Donc c'est lui qui a réalisé Mika. Ah oui. Alors Mika, c'est une femme. Alors j'ai lu aussi effectivement qu'il voulait promouvoir les femmes dirigeantes d'entreprise. Oui. Elle est également de couleur, pareil, très diversité. Oui. C'est une volonté. Et alors Mika, elle dit elle-même que elle peut gérer énormément de données. Elle n'a pas de biais. Alors évidemment, ils ne prennent pas de vacances non plus. Elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle ne coûte rien. Elle a un petit salaire, enfin qui est 0 même. Oui. Donc c'est presque l'employé idéal, j'allais dire.
dire. Sauf que, alors chez Dictator, alors la peut-être une différence culturelle. Là, il y a un numéro 1 qui est un être humain et il dit volontairement parce que on ne va pas lui donner les grandes décisions stratégiques et il lui manque une intelligence émotionnelle. Donc elle ne va pas non plus recruter ni licencier quelqu'un. Elle est numéro 2 donc. Elle est numéro 2, c'est ça. D'accord, ok. C'est Mika. Okay. Alors, elle-même interviewée, je vous ai préparé une petite court extrait vidéo où elle dit ce qu'elle fait. Alors, c'est tout en anglais, mais... My decision-making process relies on extensive data analysis and aligning with the company's strategic objectives. It's devoid of personal bias, ensuring unbiased and strategic choices that prioritize the organization's best interests. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, ça fait quand même jeu vidéo, hein. Ça fait quand même... Oui. Bon. Mais en tout cas... et alors, donc, elle prend quand même des décisions. Oui. Elle optimise tout. Je crois que dans la communication, justement, elle fait des plans de communication optimisés. Ce qu'il y a, c'est que ça bouge très vite. C'est-à-dire que là, on voit ça, mais quand on va parler du même sujet dans 3 mois, vous allez voir les évolutions qu'il y a, et on va aller de plus en plus. D'ici 6 mois, vous aurez l'impression que c'est un être humain. Vous pas... bluffé, parce que là, on voit quand même encore. On voit encore. Ça fait encore avatar. Mais c'est ça qui est amusant. Si vous regardez là, et dans 3 ou dans 6 mois, ça va à une vitesse assez impressionnante. C'est vrai. Tout à fait. D'ailleurs, c'est la séquence suivante, je crois, Chantal, montrer que les choses avancent très très vite. C'est juste pour dire que Mika a même un profil LinkedIn aussi, pour l'anecdote. Ah oui, elle est présente aussi sur les réseaux sociaux, exactement. etc. Mais 702 abonnés, très bien. Pas beaucoup encore. Mais non, pas encore beaucoup. Alors, effectivement, ça va très très vite parce que là, avec Mika et Tang Yu, on était en 2022, là on est en 2024. Il y a des annonces qui ont été faites en mai. Par OpenAI et par Google. Donc effectivement, là, on parle de GPT-4o. Alors le O, c'est pour omnicanal. Donc là, maintenant, non seulement l'intelligence, c'est comme tu disais tout à l'heure, elle lit, mais également elle entend, elle comprend, elle parle et elle voit. Donc c'est un peu ça la différence avec le chat GPT-4 justement là qui vient de sortir. C'est quoi en fait la grande différence? C'est ça, c'est que c'est omnicanal et que maintenant elle est capable on peut faire à la voix. C'est-à-dire qu'avant on faisait du chat, on fait à la voix. Il y a les émotions, c'est-à-dire qu'elle est capable de comprendre et de voir dans quel état émotionnel tu es. Et tu es capable ils ont fait des tests où ils te montrent, tu peux lui demander de dire ça avec telle émotion, et la voix est adaptée. Donc c'est ça qui est bluffant, c'est dans la réponse, elle adapte aussi le ton, elle module. Et elle est même à propos, parce que la petite vidéo qu'on va voir avec le chien, vous allez voir, moi au début je croyais que c'était un FaceTime, c'est-à-dire que c'était un véritable être humain. Mais pas du tout, c'est l'intelligence artificielle, vous allez voir, elle réagit comme un être humain devant ce joli petit chien. On peut passer la vidéo, ça dure quelques secondes seulement. I want to introduce you to somebody. Well, hello there, cutie. What's your name, little fluff ball? This is Bowser. Well, hello, Bowser. Aren't you just the most adorable little thing? Yeah. Look at you enjoy. This is one of his favorite things to do. Oh, well, I can see why. Look at that focus. Fetching balls is serious business for Bowser. Je l'ai écouté plusieurs fois. Franchement, même parfois, je me suis dit, est-ce que c'est pas un fake? C'est vraiment sur la chaîne YouTube d'OpenAI. C'est bluffant. J'ai vérifié, contre-vérifié. Mais c'est vraiment bluffant, tout à fait. C'est donc voilà, ça y est, le step supplémentaire qui est sorti. Ça, c'est aujourd'hui. Et ça continue. C'est-à-dire que ce qui est impressionnant, c'est que tous les mois, il y a des choses qui sortent. Donc, c'est parti. Alors, ça, c'est plus fonctionnel comme usage, moins anecdotique. C'est super parce que comme elle peut voir, on peut imaginer un cas d'usage avec une personne malvoyante où on va projeter la caméra pour lui demander justement qu'est-ce qu'on voit. Et donc là, c'est une petite vidéo. On est devant un lac avec des canards et vous allez voir, elle va exactement décrire très précisément la scène qui se passe. Tell me exactly what they're doing right now, please. Right now, the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne se contente pas de dire il y a des canards qui nagent, quoi.
Il contextualise totalement, ça, il nage probablement tranquillement, pour aller peut-être manger, pour aller puis ressortent tout de suite, très naturellement. C'est très très chouette. Hein. Ouais. Ils ont fait une autre démo où pareil, la personne malvoyante projette la caméra dans la rue et dit dis-moi quand tu vois un taxi. Et donc à un moment donné, elle voit un taxi et tiens, s'il y a un taxi, vous pouvez le aider et donc la personne aide le taxi. C'est quand même génial. Hein. Oui. Ça va être d'une grande aide aussi, un peu aussi pour certains. Oui, tout à fait. On parle de l'éducation puisque ça peut être un soutien scolaire, c'est-à-dire j'ai vu une démo où elle explique des problèmes de maths, elle soutient l'étudiant, c'est impressionnant. Pour la traduction aussi, entre plusieurs langues, c'est un traducteur simultané. Excellent. J'allais dire, l'imagination est un peu la limite parce que là, ça va aller loin. Ouais. Et Google, Dernier un jour exemple, après, alors, oui, voilà, parce qu'on Google, se demandait quand même la bataille fait rage. Hein. C'est ça. Alors, le lendemain, ils ont proposé alors, beaucoup d'innovations, dont, un peu dans le même ordre, ce qu'ils appellent le projet Astra. Et là, c'était une démo, on va voir un extrait, où la personne se balade dans les bureaux et demande qu'est-ce que c'est, est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit alors, elle décrit les objets, ce qu'il y a sur l'ordinateur. À un moment donné, elle projette la caméra à travers la fenêtre et elle dit on est dans quel quartier, on est où? Et elle arrive à reconnaître, c'est à Londres, à tel endroit, à côté de la gare. C'est impressionnant, c'est-à-dire qu'elle a tout dans la mémoire pour reconnaître effectivement. Et la petite démo, vous allez voir, comme elle a enregistré des images, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe, elle va dire tiens, j'ai perdu mes lunettes. Et on va passer la vidéo, vous allez voir. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Elle a repéré, elle a enregistré où étaient les lunettes, elle est capable de dire les lunettes elles sont là. C'est quand même incroyable. Hein. Donc ça, c'était les 3 petites vidéos des effets les plus bluffants que j'ai vus. Ça me ferait gagner du temps à la maison. Il faut 2 minutes que je passe à chercher les lunettes. Ça, ce serait super. C'est incroyable. Oui, comme tu dis, ça va à toute vitesse. Oui. C'est quoi le step d'après, à ton avis? C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est-à-dire qu'il est clair qu'on va de plus en plus vers des personnes virtuelles. On voit qu'il va de plus en plus, avec des vidéos, voir tout ce qui se passe, etc. Donc après, les sujets, et c'est ça que tu disais tout à l'heure, quid du RGPD, quid de tout ça, et comment tout ça va se mettre en œuvre, parce que c'est d'une puissance phénoménale. Oui. Mais comment on la cadre? Donc c'est là où va être toute la... Parce que ça peut être utilisé en bien et en pas bien. Moi je voyais, il y a d'autres sujets où on peut, même dans la voix, détecter si on est malade, pas malade, etc. Donc ça pose quand même plein de sujets. C'est-à-dire que là on a fait des démos sur la vidéo, mais même sur la voix, aujourd'hui, ils arrivent à faire des choses qui sont assez impressionnantes. Donc si c'est utilisé à bon escient, on va dire « Ah, c'est génial, regarde, on va pouvoir faire un... » Mais à mauvais escient, même un entretien d'embauche et tout ça, avec ces outils, je sais dans quel état émotionnel est la personne, on est capable aujourd'hui de voir la fréquence cardiaque, on voit plein de choses. Donc c'est ça qui est assez flippant d'un côté, de dire où ça va s'arrêter. Mais excitant de l'autre. Mais c'est d'une puissance phénoménale. Les grands acteurs ont décrété un moratoire pour avancer sur la philosophie et l'éthique de l'IA, qui va beaucoup moins vite que la technicité de l'IA, justement pour pouvoir cadrer un peu les choses avant que le golem se réveille. Parce que là, c'est parti. Mettre en place la gouvernance à un moment donné, quand même. Oui. Et quand on voit tout, c'est impressionnant ce qui sort. Oui, c'est vrai que c'est là qu'on voit que ça avance à toute vitesse. Et on n'en est qu'au début. Merci Frédéric, merci Chantal. On quitte l'IA pour le moment, parce que c'est sûr qu'on va y revenir, pour parler de l'autre sujet qui fait parler beaucoup d'encre, le télétravail. Évidemment, là aussi, chaque jour une info. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, c'était Samsung qui faisait le buzz en obligeant tous ses cadres à revenir non seulement tous les jours en full-time présentiel, mais en y ajoutant même une journée de travail supplémentaire, le samedi, pour montrer l'exemple, 6 jours sur 7, parce que les résultats avaient légèrement baissé. Voilà, autre pays, autre mœurs. Bref, ici en France, le télétravail s'est bien installé, surtout dans les métropoles, entre 2 et 3 jours par semaine, en moyenne. Nous voilà chez nous, avec souvent les moyens du bord, et c'est là, Jérôme, que tu interviens avec, je le disais, la mallette pour télétravailleurs que vous avez créée chez Zeno. Alors, d'abord, d'où est venue l'idée ? Alors, l'idée est venue post-Covid, où on a vu un petit peu dans quelles conditions on était tous partis en urgence chez nous, télétravailler.
Et il se trouvait qu'à cette période, j'avais des équipes jeunes qui travaillaient dans les métiers du service. Et ça a été un peu le camping pendant quelques temps. Et en fait, une fois qu'on est retournés tous un peu au travail, on a gardé ses habitudes, les mauvaises souvent, pour des questions de place, pour plein de questions d'organisation personnelle, et on a continué à bricoler. Et donc du coup, c'est vrai que... c'est vrai que ça nous a pris par surprise, cette affaire, et que finalement, le télétravail, il s'est un peu imposé comme on a pu. On s'est équipé comme on a pu, en fait. Il s'est imposé, il est resté, il va rester, chaque entreprise l'adaptant un petit peu à sa culture d'entreprise et à ses contraintes. Et le parti pris du coup qu'on a eu en créant Zeno, c'était de se dire on travaille, on télétravaille, et donc autant essayer de le faire bien pour que les gens qui sont en télétravail restent dans nos entreprises, qu'on ait moins de difficultés à recruter, et puis que ces journées de télétravail, où des fois on a des entreprises qui sont un peu inquiètes sur comment se passe la journée en télétravail, est-ce que mes salariés sont performants, qu'est-ce qu'ils font, finalement on les rassure et on donne des outils à la hauteur des ambitions pour bosser un peu à la maison. Avec aussi cette dimension dont tu me parlais, qui est celle du switch entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui est évidemment encore plus compliqué à faire quand on travaille chez soi. Oui, exactement. Donc dans ce produit, on a essayé de faire beaucoup de choses. Et on a réussi à répondre Alors, à à quoi est-ce que je me déplace, je viens vers toi, parce que tu l'as amené, cette mallette. Déjà, on voit un extérieur bois, c'est ça? Oui, on a travaillé plutôt sur des produits plutôt premium. On est sur de l'alu, du bois thermocollé, tout ça est fabriqué, assemblé en France. Voilà, on est sur du cuir. Made in France. Fabriqué en France. Et puis, du coup, on déploie son bureau. Son espace de travail. Donc, on s'installe où on veut à la maison, sur une table de cuisine, sur un snack, sur le balcon. Donc, on appelle ça, chez nous, un bureau nomade. Donc, nomade à la maison, nomade à domicile. Donc, on s'installe, on branche son ordi. Il y a des branchements, j'imagine, il y a tout ce qu'il faut. À l'intérieur, voilà, on ouvre l'ordinateur. On démarre sa journée de travail. Et on démarre sa journée. Un deuxième écran. Donc ça, déjà, c'est pratique. Parce qu'on est nombreux à se tuer un peu les yeux sur le petit écran de notre ordinateur portable. Et donc là, au moins, on peut soit voir un peu plus grand, soit déporter, c'est ça, on peut installer un deuxième écran, un troisième écran. On a des clients qui nous sollicitent sur un troisième écran, et on va retrouver finalement dans ce bureau toutes les fonctions qu'on a au bureau. Sur nos bureaux, et pas simplement l'écran avec lequel on est parti quand on nous a dit d'aller télétravailler. Donc on va retrouver, on a du rangement, on peut ranger ses câbles, on peut personnaliser. Qu'est-ce que tu as rangé là-bas? Donc là, par exemple, on a rangé une calculatrice, on a quelques crayons, on a un bloc-notes, on a des stickers, on a un feutre blanc pour écrire sur le tableau, parce que toute la surface est en fait un tableau magnétique. Donc on peut personnaliser le bureau à volonté, à souhait, en fonction de ses usages. Et j'entends que c'est magnétique là aussi, parce qu'évidemment, quand on ferme et qu'on trimballe la mallette, il ne faut pas que tout... Il ne faut pas que tout se valdingue. On a besoin de mettre en sécurité son matériel informatique. On a également toute une connectique qui est intégrée dans le bureau et qui permet finalement aussi de garder une promesse, qui est de pouvoir switcher en fin de journée facilement. L'objectif du produit, c'était aussi à la maison de pouvoir faire disparaître l'entreprise. Et donc, tu parlais tout à l'heure du switch entre la vie pro et la vie perso. Il fallait que ce soit quelque chose de simple, mais dans lequel on met des rituels. Et donc, le rituel, c'est de fermer son bureau et de le faire disparaître. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on a quand on a créé Zeno, c'est de s'apercevoir que finalement, beaucoup de gens chez soi, on pousse un peu l'entreprise sur un coin de table ou dans un coin de la pièce, et en fait, on cohabite le week-end, les soirées avec le télétravail et l'entreprise à la maison. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir être efficace. Le deuxième écran, mais je vois qu'on a tout un tas d'autres équipements. Donc, évidemment, aujourd'hui, à l'heure de la visio, c'est quand même bien pratique d'avoir le casque. On peut personnaliser, se l'approprier. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est important parce qu'on a besoin de se sentir dans sa bulle de concentration. Et quand je m'installe pour ma journée de travail, passer mes 7 à 8 heures, j'ai besoin d'avoir mes repères. Donc les photos, on a besoin d'avoir un éclairage qualitatif aussi. On l'oublie souvent, mais on passe du temps en visioconférence. On peut écrire donc aussi on prend ses notes. On a des espaces aussi qui ont été réservés, et on a pensé aux entreprises pour, durant cette journée de travail aussi, permettre aux entreprises qui voudraient s'équiper ou équiper leurs télétravailleurs, de pouvoir personnaliser à la marque employeur. Parce qu'en fait, finalement, durant les 7 ou 8 heures où on télétravaille, on le fait pour le compte de son entreprise. Et on parlait des fois du lien qui se détend un petit peu, qui fait peur aux entreprises. Mais finalement, c'est aussi un moyen
pour les entreprises d'être proactives dans l'histoire qu'elles ont envie de raconter autour du télétravail. Donc on peut personnaliser en rappelant les valeurs et un certain nombre de choses. Voilà, donc ici on peut brander, c'est horrible, brander, tout à fait. Voilà, c'est ça, marketer les espaces avec aux couleurs de l'entreprise, hein, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Top. Et donc le soir, hop, je range, je ferme. On range son casque. On a une petite bande scratch, c'est ça. Normalement, tous les rangements sont étudiés pour que tout trouve sa place. Ouais. Voilà, hop. On a une petite bande de scratch pour ranger son PC et ses documents. Ouais. On a encore du papier recyclé, voilà, qu'on range ici. Voilà, et on ferme son bureau tout simplement. On débranche sa prise de secteur parce qu'on a fini sa journée de travail. On ferme et on range le bureau. Et on prend... Exactement, on range le bureau sous le canapé, sous le lit ou dans la pièce d'à côté. Mais l'entreprise a disparu du domicile jusqu'à la prochaine journée de télétravail. C'est fou ça. Voilà. C'est formidable. Combien est-ce que pèse la mallette? Parce que voilà, il faut bouger avec un petit peu dans la maison. Tout à fait. Donc on prend souvent l'exemple du pack d'eau. En fait, ça pèse moins lourd qu'un pack d'eau. Bon. Donc ça pèse 8 kilos. Et après, en fonction de comment on va l'équiper, en fonction si on met un gros PC portable, si on a 2 écrans, si on a 3 classeurs, le poids va augmenter, mais on estime aujourd'hui qu'on va être sur un poids entre 9,5 kg et 11 kg. Voilà, donc c'est du nomade au domicile. Voilà, on ne va pas aller faire 800 mètres de bus, mais par contre, ça se déplace et ça s'installe très facilement à la maison. Alors, vous proposez plusieurs offres, c'est ça, aux entreprises? Alors aujourd'hui, on s'adresse et aux particuliers et aux entreprises. On est dans un démarrage sur 2024, donc on a ouvert aujourd'hui nos précommandes et on a une offre spécifique pour les entreprises aujourd'hui où on préconise plutôt une expérimentation, parce que c'est un peu nouveau le sujet. Le produit est nouveau. Les problématiques aujourd'hui dont on parle sont aussi nouvelles dans les discussions qu'on a avec les DRH. Donc, pour faire émerger les choses et parler concrètement de ce qu'on peut apporter, on parle d'expérimentation. Donc, on cible un échantillon de l'entreprise. On vient installer et déployer nos bureaux nomades chez les télétravailleurs qui en font la demande. Et pendant quelques mois, on pilote avec notre client la prise en main ou l'appropriation de l'outil. Et à l'issue de cette expérimentation, on voit si on déploie plus largement ou pas. Super. Déjà des projets d'évolution? Plein de projets d'évolution. On s'est surtout attaché. Alors déjà, on raisonne au-delà. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on raisonne plutôt métropole française et ailleurs. Donc ça, c'est plutôt sur la géographie. Sur le produit, aujourd'hui, on travaille plutôt sur le coup d'après. On est dans quelque chose qui a été éco-conçu, c'est fabriqué en France, donc on est très attentif à ça. Et donc du coup, le coup d'après, ça va être le marché du reconditionnement de ce produit. Où finalement, une entreprise aujourd'hui qui aurait terminé d'utiliser le produit, on va pouvoir le récupérer, le rebrander, le remettre en état et pouvoir le proposer à un marché de l'occasion finalement à des prix accessibles pour les plus jeunes. Très important. On pense aux étudiants, on pense à plein de gens qui... Aujourd'hui, la vraie difficulté quand une entreprise met en télétravail ses salariés, c'est l'équité. On n'est pas tous égaux au domicile. Et c'est très compliqué d'aller faire des enquêtes parce que c'est faire de l'ingérence dans la sphère personnelle de chacun de ses salariés. Donc beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de manque de place ou d'un écosystème familial qui ne permet pas la concentration et le travail efficacement. Voilà. Non, moi, j'aime beaucoup. Hein, on l'avait vu, Chantal, sur le salon. Tu nous l'as d'ailleurs présenté lors d'une précédente émission. C'était vraiment un coup de cœur aussi pour toi. Oui, ça faisait le buzz. Hein. On cherchait vraiment à voir ça. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, le soir, on ferme la boîte et effectivement, on peut passer à autre chose. C'est vrai, ce qu'il a dit, le côté rituel et le fait de cohabiter avec son laptop qui traîne dans le milieu du salon, en fait, on continue à travailler inconsciemment parce qu'on le voit. Il est là. Et c'est très important. J'ai une question, c'est de l'achat ou du leasing pour le coup? Alors, c'est une bonne question. On est sur les deux modèles. Donc on s'adapte en fonction des contraintes ou des demandes des clients des entreprises. Donc sur le client professionnel, on est ou sur de l'achat ou sur du leasing. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes en précommande. Hein, on peut précommander à titre individuel ou à titre professionnel. Sur votre site. Vous pouvez précommander. Voilà. On a prévu aujourd'hui des premières salves de livraison pour fin d'année. Oui. On fabrique en France et c'est un temps long. Oui, et oui. Zeno, Z-E-N-H-O. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on parle trop souvent de qualité de vie au travail et on oublie que le travail, il se fait aussi beaucoup à la maison et donc on fait beaucoup d'efforts sur les sites
et on ne se préoccupe pas du tout du télétravailleur chez lui. Bon voilà, la QVT, c'est un continuum, la qualité de vie au travail, et donc il faut aussi s'occuper, bien sûr, de nos télétravailleurs chez eux. Donc merci beaucoup, Jérôme. On suivra avec intérêt tes pérégrinations diverses et multiples. Merci de l'invitation. Alors, si le travail est plébiscité, bien installé, déjà, il n'en reste pas moins vrai que la présence sur un lieu de travail reste incontournable pour la très grande majorité des salariés. Sur ce sujet, on est loin du grand exode vers les campagnes et les villes du Sud que certains nous prédisaient. Mais est-ce que les aspirations des Français ont changé? Eh bien, nous allons avoir un début de réponse avec toi, Mehdi. Parce que, d'abord, il faut dire que tu as une solide expérience du monde des espaces de travail flexibles, comme on dit, coworking, bureau opéré, appelons-les comme on veut. Aujourd'hui, tu viens nous présenter les principaux résultats d'une étude que vous avez menée. Alors, vous avez mené cette étude à Newton Offices, Stan, l'Institut Odoxa, qu'on connaît bien, avec la participation aussi de KPMG. Elle vient d'être publiée. Et elle porte sur l'attractivité des villes françaises, avec une particularité que personnellement j'ai trouvée géniale. Voilà, c'est vous avez posé les mêmes questions aux salariés d'une part, aux chefs d'entreprise d'autre part. Et du coup, ça donne une sorte d'image en miroir comme ça, des attentes, des aspirations des uns et des autres, et où l'on s'aperçoit que quelques différences, mais qu'il y a aussi des similarités dans les attentes et les aspirations. Alors, première question, d'abord, pourquoi est-ce que vous avez voulu réaliser cette étude? Très bonne question. Alors, je suis que le messager. Oui. Force est de constater que, post-Covid, beaucoup de DRH et beaucoup de cadres ont maille à partir avec effectivement un petit exode urbain, en l'occurrence. Oui. Nous, notre siège, il est à Marseille, et on a vu effectivement arriver bon nombre de cadres et de travailleurs qui demandaient un autre environnement de travail. Ouais. On est basé partout dans les capitales régionales, pas à Paris encore, mais ça serait tardé. Et on a voulu absolument avoir un outil factuel, objectif, pour pouvoir montrer comment ces métropoles régionales étaient vues en France. Pas aller dans la guéguerre Paris, région, qui n'a aucun sens, oui. Et au contraire, pouvoir montrer comment est-ce qu'elles peuvent être complémentaires. D'accord. Donc, c'est ce que je disais, elle vient juste de paraître. J'en ai extrait quelques chiffres à commenter ensemble. Alors, l'étude, elle est à retrouver sur votre site Newton Offices, en première page. Voilà, téléchargeable gratuitement. Il y a plein d'infos dedans. Ici, j'ai extrait que quelques chiffres. Avec ce premier chiffre qui m'a marqué, on est quand même sur 44% des salariés qui vous ont répondu qu'ils sont prêts à bouger sans avoir de meilleures conditions professionnelles à la clé. Absolument. C'est énorme. C'est effarant. Ça a été une grande surprise, oui. ces chiffres. Oui. Et alors après, ça a été une moins grande surprise, le fait que ce soit inversement proportionnel à l'âge, évidemment. Où l'on voit que les plus jeunes ont des envies de bouger, sacrément. 33%, enfin 66%, enfin 64, près de 66%, c'est énorme. Pour les 18-24 ans, 54 pour les 25-34 ans, et bon, ça baisse évidemment après. Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, tout le monde attire les personnes ont envie de bouger, que ce soit dans les petites communes, les petites villes, communes rurales, les villes moyennes, les grandes villes. On a envie de bouger. Exactement. Force est de constater que les capitales régionales sont prêtes et chacune en plus avec son écosystème. À force, de façon empirique, c'est créé à Lille un écosystème IT, à Montpellier un écosystème micro-IT. Chaque ville a ses spécificités. Oui. Bon, c'est quand même l'agglomération parisienne qui donne le plus envie de partir. Bien sûr. Ouais, 62%. Bon, oui. Pourquoi vous rigolez? Mais elle reste paradoxalement la plus attractive économiquement. On va le voir, et on va le voir. Voilà. Alors, les jeunes ont envie de quitter leur lieu, notamment Paris. Qui est attractif? Alors, c'est ça qui est intéressant. Vous avez demandé d'une part aux chefs d'entreprise, d'autre part aux salariés. Et là, c'est la même ville qui arrive numéro 1. Bordeaux, numéro 1. Ouais. On le savait déjà. Alors, voilà, tout le monde savait que Paris arrivait à Bordeaux. Il y a eu des histoires go back parisien. Oui.
Mais on voulait vraiment avoir des données objectives et factuelles sur cette chose-là. Oui, je trouve ça très intéressant de voir que des deux côtés, chef d'entreprise, salarié, c'est Bordeaux qui a fourni. Et après, par contre, c'est plus du tout la même chose. On trouve pour les salariés, eh bien, ce que tu disais, sud de la Loire, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, et puis ensuite Lyon. Chez les chefs d'entreprise, il y a quand même 3 villes qui se distinguent par rapport aux autres. C'est quand même Bordeaux, Lyon et Lille. Alors, comment on explique ça? Tu disais, il y a des écosystèmes aussi particuliers qui se sont créés dans certaines villes. Et on le voit avec la slide que tu avais choisie après aussi, mais le dirigeant, il a une double casquette. Il a la casquette du dirigeant d'entreprise, donc il est obligé de vouloir venir sur une zone d'activité, une zone de chalandise qui pourra porter son économie. Mais en même temps, il est papa, il est mari, et dans son fort intérieur aussi, il a aussi envie de bénéficier des mêmes avantages que peut avoir l'utilisateur. Oui. Donc il y a une sorte de schizophrénie, entre guillemets, entre les deux, qui est assez étonnante. Et... Avec presque un même... rejet du Grand Paris, j'allais dire, puisque la métropole du Grand Paris arrive en dernière position chez les salariés en termes d'attractivité, et que chez les patrons, les chefs d'entreprise, c'est pas beaucoup plus haut, puisqu'ils sont en avant-dernière position, ce qui est assez surprenant. Parce que tu le disais, on va le voir un peu plus tard, mais ça reste quand même, Paris, ça reste quand même la grosse ville du business. Oui, mais ce qui a changé, c'est justement ces jours de télétravail. Alors, il y a eu un trop full télétravail, et on revient évidemment à un équilibre, quelque chose d'un peu plus vertueux. Mais force est de constater que le Covid a quand même secoué, évidemment, je vais enfoncer des portes ouvertes, excusez-moi, mais la façon de travailler. Et malgré tout, le côté hybridation, beaucoup des réflexions que j'ai en ce moment avec mes interlocuteurs grands comptes, sont sur la satellisation. L'ancien paradigme, j'ai 40 000 m² à la Défense, ne tient plus la route. À cause du prix aussi de l'immobilier à Paris, ça c'est factuel. Il ne faut pas oublier que ça reste toujours la deuxième ligne budgétaire dans l'entreprise immobilière. Bien sûr. Et 2, parce que le changement de paradigme, le siège toujours à Paris, parce que... Mais 5 000 m² à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Nantes, pour... satisfaire toutes mes équipes qui ont leurs racines et l'appétence de revenir dans leur région, mais garder les 2 jours de full présentiel sur site à Paris, c'est des solutions qui sont vertueuses économiquement, déjà, parce que le prix du mètre carré n'est pas le même en région, et en termes de RSE aussi. On a le TGV, donc il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir voyager en France de façon économe en termes de carbone, et en termes de rétention des talents, parce qu'un cadre qui part... On voit qu'ils ont envie de bouger, là. Oui. Et un cadre qui disparaît, c'est entre 15 000 et 25 000 euros flat dans les dents pour une entreprise. C'est vrai. Alors, quand on leur demande... c'est marrant, parce que le classement change un tout petit peu. Quand on leur demande si vous avez une opportunité, ou si votre compagne ou compagnon aurait une opportunité professionnelle, est-ce que vous iriez... Où iriez-vous? Bordeaux plus attractif, voilà, et ils sont cohérents, mais après ça change. Nice, Montpellier, Toulouse, Aix-Marseille, là encore, globalement, on est au sud de la Loire, voilà, et Lyon. Donc, ça change un tout petit peu, mais il y a quand même une très forte, on sent, attractivité du soleil et du sud. Ceci dit, Paris n'est toujours évidemment pas cité. Autre similarité, on va le voir tout de suite, parce que vous avez interrogé les 2 cibles sur finalement les critères qui compteraient le plus pour vous si vous deviez soit vous installer dans une métropole quand on est salarié, soit développer une antenne ou déplacer votre entreprise dans une métropole si vous êtes chef d'entreprise. Et là, je dois reconnaître que j'ai eu une petite surprise, puisque les 2 cibles répondent en numéro 1, critère numéro 1. La QVT. La qualité de vie au travail. Absolument. Oui. Donc, alors, évidemment, plus fortement du côté des salariés, on le voit, que du côté des chefs d'entreprise, mais c'est quand même numéro 1. Oui. C'est implacable. C'est quasiment, d'ailleurs, sur tous les critères, quasiment le même classement
à une exception près, le dynamisme économique de la métropole, quand même, qui est le deuxième critère pour les chefs d'entreprise, alors qu'il est beaucoup plus loin, évidemment, pour les salariés. Mais pour le reste, c'est quasiment la même chose. Comment tu l'as analysé, ça ? Je l'analyse comme une bonne surprise, en fait. Ouais. Et c'est pas le résultat qu'on attendait, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais c'est le résultat qu'on espérait, et pour essayer de rassembler ce qui était part, et de pouvoir commencer à penser un peu plus intelligemment l'économie. Chez Newton Offices, on est une société à mission, notre raison d'être, c'est accompagner l'économie dans les villes et les territoires. Ouais. On a sorti cette étude qui, effectivement, factuellement, laisse le champ libre à toutes ces réflexions pérenne et vertueuse, de toute manière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis chef d'entreprise, aujourd'hui, il faut considérer quand même des implantations dans ces villes qui sont très attractives? Il faut y penser, oui. Enfin, en tout cas, au vu de cette étude, rien ne s'y oppose, voire le contraire. Si on veut être, avec la génération X, Y, Z, si on veut être attractif, si on veut être pertinent économiquement parlant aussi, si on veut être agile, je ne vois pas en France, honnêtement, objectivement, ce qui s'oppose à cette chose-là. Ouais. Alors, il faut dire, il y a plein d'autres résultats dans l'étude. J'encourage vivement à la télécharger et à la consulter, parce que vous vous demandez aussi, il y a une autre question sur l'attractivité, le dynamisme économique. Et là, sur la question du dynamisme économique, très loin devant arrive, et c'est ça qui est un peu paradoxal, Paris et Lyon, loin devant toutes les autres villes. Donc, il y a encore cette idée que Paris reste la plus dynamique avec Lyon au niveau économique, mais c'est loin d'être la ville la plus attractive. Loin du cas, en plus de l'Observatoire, on a un podcast qui s'appelle Extramuros, où tous les mois, on interviewe des entreprises qui ont, pour dire les choses de manière triviale, cartonné en région. Oui. Je pense à Doctolib, à Marseille. Oui. Ce sont des exemples de réussite implacable. Et il y en aurait pu en avoir tellement d'autres, en fait, si justement la barrière de les régions, on ne dit pas la province, c'est les régions. Les territoires, je pense aussi, voilà. sont vus à leur juste valeur. C'est à la mode. J'espère, Mehdi, que tu auras l'occasion de venir nous interviewer en Auvergne, du coup. Avec grand plaisir. On cartonnera avec Zeno. Vous êtes implanté à Clermont-Ferrand? Comment? Implanté une implantation pas encore, mais à Clermont-Ferrand. On regarde toutes les capitales régionales avec grand intérêt. Bientôt Clermont-Ferrand, alors. Merci beaucoup, Mehdi. Alors, Chantal, Mehdi, il est très fier aussi des origines marseillaises de Newton Offices, il l'a signalé. Et toi, tu as de ton côté décrypté pour nous le nouveau cahier de tendance de Bouygues Construction qui fourmille toujours de bonnes idées. Et je crois qu'on y parle aussi de Marseille. Oui, exactement. Alors, voici le fameux cahier. Oui. Donc, c'est un cahier de tendance de Bouygues Construction. Oui. Ils en éditent un par an, une centaine de pages, donc c'est très complet. Beaucoup d'exemples, effectivement, dans différents endroits, beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images, de très belles analyses. Donc je l'ai apporté aujourd'hui parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas assez connu à la hauteur de la qualité de ce type d'ouvrage. C'est vrai qu'il est costaud, il est dense, il y a plein d'exemples. Et ils en sont c'est le 12e numéro. Oui. Et là, effectivement, on parle de territoire, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et de maillage, de l'importance de tisser justement des liens dans les villes et les territoires pour les rendre plus conviviales, plus solidaires et plus inclusifs. Oui. Tu m'as parlé de la ville relationnelle. C'est la ville relationnelle, exactement. Ah oui, alors, on va voir les slides, effectivement. Exemples. Alors, d'abord, quelques chiffres, se redire quand même. Donc, en introduction, on disait effectivement qu'une personne sur 10 dans le monde souffre d'isolement social. Donc, ça veut dire pas de famille, pas d'amis, pas de voisins. Donc, c'est quand même assez dur. Et en particulier dans les villes. Donc, le fait de retisser des liens, c'est pour rompre l'isolement, mais pas que. Moi, je lis aussi par ailleurs, c'est rompre un sentiment d'insécurité. Rompre aussi avec l'individualisme et la fragmentation de la société. Et donc, c'est pour ça qu'on parle effectivement de la fonction relationnelle. C'est la slide suivante. Oui.
où on dit effectivement que aujourd'hui seulement 10 à 15% de la superficie d'une ville est relationnelle, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose où on peut rencontrer des gens. C'est la place du village, c'est le marché, c'est les commerces. On peut socialiser, on peut socialiser, c'est ça, les restaurants, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que 90% de la superficie de la ville est fonctionnelle, c'est-à-dire elle est morte quelque part, elle est très individuelle, voilà, il ne se passe rien. Évidemment, dans ce que dit Sonia Lavadino, qui est une experte de ces sujets, c'est qu'avant, c'était pas ça. Avant, c'était le village, tout le monde se connaissait, il y avait des liens, on s'invitait, etc. Ça n'a juste rien à voir. Et c'est très dangereux, parce que disent les sociologues, c'est que c'est très dangereux là où on est aujourd'hui, parce qu'on va manquer de résilience. Et on a vu avec le Covid. Tout à l'heure, en temps, je me suis dit, mais c'est vrai qu'avec le Covid, à Paris, en tout cas, on a vu, les gens sont partis. C'est terrible, ils ne sont pas restés en solidaire, pour s'entraider, etc. Donc, quelques-uns l'ont fait, il y a eu de belles initiatives. Mais l'idée, c'est que demain, la ville soit résiliente et soit capable de s'adapter à des situations difficiles, compliquées, incertaines, etc. Donc, c'est l'enjeu de recréer des liens. Et la beauté de l'histoire, c'est que avec les bureaux, avec le travail, on est capable aussi d'aider à faire ça. Alors là, vous avez beaucoup d'exemples dans tous les domaines de la ville. Oui. Et là, j'ai juste extrait quelques exemples qui ont été donnés sur ce que peut faire le bureau. Oui. L'immeuble, alors l'entreprise peut faire quelque chose. Typiquement, on a la Cité Morland, dont on a déjà parlé ici. Oui, c'est un peu une ville dans la ville, enfin, oui. Avec beaucoup d'usages, beaucoup d'utilisations possibles. Très animée. On a un hôtel, cité universitaire, des restaurants, on a une piscine, on a des bureaux, on a un marché aussi, une galerie d'art. Oui. Donc ça, c'est un très bel exemple de lieu de vie, on va dire. Oui. Deuxième exemple, c'est Métal 57. Donc là, on en a déjà aussi parlé, c'est la BNP Paribas Real Estate qui fait ça, à Boulogne-Billancourt. Donc l'exemple d'un immeuble chronotopique qui vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui accueille du public dans sa grande rue, effectivement des espaces de restauration, un amphithéâtre qui peut servir pour des spectacles le week-end. Donc ça, c'est aussi un très très bel exemple d'intégration. J'ai rajouté, on en parle aussi là-dedans, dans cet opus, les bureaux du cœur. On en parlait ici aussi autour de la table. Voilà, donc c'est l'entreprise qui reçoit, qui accueille des sans domicile fixe. Pourquoi? Parce que le soir et le week-end, les bureaux sont vides, donc, alors qu'il y a des gens dans le voisinage qui auront peut-être besoin d'être abrités. Donc, très, très belle initiative. Donc ça, c'est premier axe, c'est l'entreprise avec ses immeubles, mais également le collaborateur avec son télétravail. Il peut aussi apporter quelque chose pour mailler dans la société. Et ça, c'est nouveau, on ne l'avait pas forcément anticipé. Exemple à Marseille, donc on revient à Marseille. Voilà. Les jardins d'Haïti, effectivement, qui ouvrent le rez-de-chaussée de la maison de retraite pour accueillir 2-3 télétravailleurs dans la journée. Donc le matin, vous télétravaillez et à midi, par exemple, vous rompez l'isolement d'une personne âgée qui ne voit personne, malheureusement, et vous déjeunez avec elle. Voilà. Donc ça, c'est aussi un très, très bel exemple de maillage et de solidarité. Deuxième exemple, toujours à Marseille, c'est ce qu'on appelle Smartseille dans les quartiers nord. Marseille à l'honneur. Voilà. C'est la Smart City, mais version Marseille. C'est dans les quartiers Euromède, dans les nouveaux quartiers. Voilà, c'est dans les quartiers nord. Oui, que j'ai tout à fait, c'est ça, près de la Joliette. Oui, c'est très, très Donc là, chouette. on a tout cassé pour refaire. Et donc, effectivement, on parle de ce principe-là dans cet ouvrage où vous avez des conciergeries modernes. Alors là, il y a beaucoup de services, j'ai eu l'occasion de visiter. Donc, vous avez un service de repassage, il y a même un coiffeur, je crois, manucure, etc. Et espace de coworking, là autour de l'Olivier, où vous pouvez plug and play votre ordinateur portable et du coup rencontrer des voisins, parler. Vous voyez, socialiser, solidariser. Même dans les immeubles, ils ont prévu 4 ou 5 postes dans les étages. C'est-à-dire, vous avez un étage dédié, voilà, il y a 4-5 postes de travail, plutôt que de rester chez vous plus ou moins mal installé. Et puis aussi pour rompre le rythme, vous allez travailler là. Encore à Marseille, Babel Community, décidément. On passe des choses voilà. à Marseille. Babel Community, donc il y en a 2 à Marseille, donc c'est du co-living, on en parle beaucoup. Co-living, co-working, ils ont même un super espace dans le centre-ville avec rooftop, restaurant, etc. Donc c'est pareil, vous arrivez à Marseille pour quelques mois, plutôt que d'être tout seul dans votre coin, vous socialisez avec d'autres personnes dans votre cas et il se passe quelque chose aussi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Là c'est plutôt le cas
cacao. Alors, on revient à Paris, donc c'est pour des gens qui habitent à l'année longue, hein, et qui, comment dirais-je, c'est un peu la maison de quartier où il se passe plein de choses, dont le travail. Le travail fait partie des activités possibles. Je peux venir télétravailler dans la journée, je peux déjeuner, je rencontre mes voisins, voilà, on n'est plus tout seul dans son coin. Le soir, il y a des activités sociales aussi, c'est vraiment super. Là, c'est dans le 12e à Paris. Oui. Et dernier exemple, c'est à l'étranger, à Montréal. Là, c'est pareil, mais c'est à l'étranger. Oui, les îlots d'été. À l'extérieur, pardon. Parler, oui. Vous avez des petits îlots d'été, donc abrités du soleil. Pareil, une table, chaise, et vous pouvez aller travailler avec vos voisinages. Voilà. Ça aussi, c'est une tendance à travailler de plus en plus dehors. Oui, aussi, c'est ça. Même dans les entreprises, les rooftops, les terrasses. Bien sûr, oui. Tout à fait. Donc ça, ce sont autant de bonnes initiatives que les entreprises et les télétravailleurs peuvent apporter pour apporter ce lien, cette convivialité, cette inclusion, cette solidarité dans la ville. La ville relationnelle. Merci beaucoup. Eh bien, grâce à vous quatre, on a quand même tracé pas mal des tendances des façons de vivre et des façons de travailler quand même d'aujourd'hui et de demain. On a parlé intelligence artificielle, la mallette télétravail, on a parlé des territoires, tiens je remonte, voilà, l'observatoire des métropoles, Newton Offices, et puis la satellisation, j'ai bien noté le hub et les satellites. Et puis la ville relationnelle que vous retrouvez dans donc ce cahier de tendance de Bouygues Construction. Merci beaucoup à vous quatre. C'est ravi de vous recevoir sur ce plateau Workwell. Et vous avez, comme d'habitude, vous savez, sur la table quelques bons produits, dégotés par Loïc Ballet. On les retrouve. C'est celui qui anime la rubrique gastronomie de Télématin, et donc qui a quelques épiceries Loïc B avec plein de bons produits que j'adore faire découvrir, et notamment donc cette infusion au cacao qui nous ravit les papilles, n'est-ce pas Chantal? Qu'on adore. Voilà, c'est juste pour vous, que vous avez bien travaillé, donc vous avez le droit maintenant de les déguster. Voilà, merci encore. Pendant ce temps, je vais remercier aussi nos auditeurs. Merci de nous avoir suivis, d'être fidèles à notre émission. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Workwell. Et vous, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.